Edgar Ettling était le dernier homme de l'ancienne maison de Cerdic, la dernière branche survivante de la lignée royale qui avait autrefois régné sur l'Angleterre anglo-saxonne. Dans ses veines coulait le sang de roi depuis longtemps devenu légende, la lignée de Wessex, la maison d'Alfred le Grand, la dynastie qui avait défendu l'Angleterre contre les Vikings. Pourtant, Edgar naquit non pas à l'époque du triomphe, mais dans le crépuscule mourant de sa maison. Sa vie s'est déroulée durant l'une des périodes les plus violentes et bouleversantes de toute l'histoire anglaise. Un monde s'effondrant sous le poids de l'invasion, de la trahison et de la conquête. Les royaumes tombaient, les dynasties prenaient fin, et la vieille Angleterre des Anglo-Saxons rendait son dernier souffle. Lorsque la nouvelle parvint à Londres que Harold Godwinson était tombé à la bataille d'Hastings, Edgar fut proclamé roi d'Angleterre. Pendant un bref instant, le dernier descendant d'Alfred se tint au seuil de l'histoire, l'héritier légitime d'un royaume en ruine. Mais il ne porterait jamais la couronne. Devant lui se dressait toute la puissance de la machine de guerre normande, menée par l'un des commandants les plus redoutables du monde médiéval, Guillaume le Conquérant. Contre toute probabilité, Edgar échappa à la capture et s'enfuit en exil. Il passa des années en rébellion, menant une lutte désespérée contre le conquérant qui lui avait volé son héritage et brisé le monde de ses ancêtres. Son histoire, cependant, ne s'est pas arrêtée là. Dans ces dernières années, dépouillé de son royaume, Edgar voyagea vers l'Est et prit part à la première croisade, un roi sans couronne cherchant un but dans des terres lointaines. Là-bas, il évoluait parmi des princes, des guerriers et des exilés. Edgar fut bien des choses, un héritier, un exilé, un rebelle, un guerrier et un croisé. Mais par-dessus tout, il était le dernier vestige d'une époque disparue, le dernier du sang de Wessex et le dernier écho de l'Angleterre d'avant les Normands. Voici l'histoire du roi qui ne fut jamais. Edgar est probablement né vers l'an 1052 loin du royaume qui aurait dû être le sien un jour. Son lieu de naissance n'était ni le Wessex, ni Winchester, ni aucune salle des rois anglais, mais la Hongrie, une terre lointaine où son père, Édouard l'Exilé, avait vécu en exil forcé pendant la majeure partie de sa vie. Sa famille avait été chassée d'Angleterre après la chute de son grand-père, Edmond Côte de Fer, le dernier grand roi guerrier de la maison de Wessex, avant la conquête danoise. Edmond s'était battu désespérément pour préserver son royaume contre la montée en puissance de Knut le Grand, mais sa mort marqua la fin de la résistance anglo-saxonne. L'Angleterre passa aux mains des étrangers, et avec elle, la fortune de la lignée d'Edgar s'effondra. Bien qu'il fût encore un nourrisson, Édouard l'Exilé fut envoyé loin d'Angleterre pour sa propre survie. L'ancienne maison royale était devenue une menace pour le nouveau régime. Ainsi, le père et le fils grandirent comme des étrangers à leur propre héritage, vivant non pas comme des princes, mais comme des exilés, tandis que les rois vikings régnaient sur la terre que leurs ancêtres avaient bâtie. La mainmise danoise sur l'Angleterre commença à s'affaiblir à la mort des héritiers de Knut. Lorsque Hardeknut mourut sans laisser de successeur, la lignée danoise prit fin brusquement. Dans le vide de pouvoir qui suivit, le grand-oncle d'Edgar, Édouard le Confesseur, fut invité à revenir de Normandie pour prendre le trône d'Angleterre, restaurant ainsi la maison de Wessex au pouvoir. Désormais âgé et sans enfant, Édouard se tourna vers les dernières branches survivantes de sa famille. Il fit revenir son neveu perdu de vue depuis longtemps, Édouard l'Exilé, en Angleterre, espérant peut-être enfin assurer l'avenir de la dynastie. Après des années passées à l'étranger, la famille revint enfin dans le royaume d'où elle avait autrefois été bannie. Mais le destin porta un autre coup cruel. En l'an 1057, peu de temps après son arrivée en Angleterre, Édouard l'Exilé mourut subitement, presque aussitôt qu'il eut posé le pied dans sa patrie. Les détails restent incertains, et sa mort soudaine a longtemps suscité des soupçons. Son fils Edgar fut laissé derrière lui, enfant dans un royaume qu'il connaissait à peine, soudainement transformé en quelque chose de bien plus important. Le dernier mâle survivant de l'ancienne maison royale et peut-être le dernier espoir de la dynastie anglaise. N'ayant pas de fils lui-même, Édouard le Confesseur s'intéressa à l'éducation du garçon.
Edgar fut élevé à la cour royale sous la garde de la redoutable reine Edith de Wessex. En l'an 1066, Edgar n'avait que 14 ans encore, à peine plus qu'un enfant. Il se retrouva au centre d'une crise de succession qui allait décider du destin de l'Angleterre pour les générations à venir. Son grand-oncle Édouard le Confesseur était âgé, de plus en plus fragile et approchait de la fin de sa vie. N'ayant pas d'enfants survivants, l'avenir du royaume était devenu dangereusement incertain. En théorie, Edgar était l'héritier naturel. Il était le dernier descendant mâle survivant de la maison de Wessex, la dernière branche vivante de la lignée d'Alfred le Grand. Par le sang, la couronne aurait dû lui revenir. Pourtant, dans l'Angleterre du XIe siècle, le sang seul ne suffisait pas à garantir l'accès au trône. Edgar était jeune, inexpérimenté et politiquement vulnérable. Il n'avait pas de père pour défendre sa revendication, pas de parents puissants pour soutenir sa cause et aucune armée suffisamment loyale pour le placer sur le trône. L'Angleterre entrait dans l'un des moments les plus dangereux de son histoire, avec des prétendants rivaux rassemblés au-delà de la mer et une invasion désormais presque certaine. Le royaume n'avait pas besoin d'un symbole, il avait besoin d'un commandant. Ainsi, lorsque Édouard le Confesseur mourut, la couronne ne revint pas à Edgar. À la place, le Witenagemot élut Harold Godwinson, l'homme le plus puissant d'Angleterre. Harold était le beau-frère du défunt roi, le noble le plus riche du royaume et un guerrier aguerri, doté à la fois d'expérience militaire et d'autorité politique. En période de crise nationale, il était l'homme le mieux placé pour défendre l'Angleterre. Pourtant, le destin ne fut pas plus clément envers Harold. Plus tard cette même année, il marcha vers le sud pour affronter l'invasion normande. Lors de la bataille d'Hastings, Harold fut tué et l'armée anglaise fut brisée. Alors que Guillaume le Conquérant avançait à l'intérieur des terres, certains membres du clergé et de la noblesse anglo-saxonne survivants se tournèrent finalement vers Edgar. Avec la mort de Harold et aucun autre prétendant plus puissant, le jeune prince fut proclamé roi d'Angleterre à Londres. Pendant un bref instant, le garçon à qui l'on avait refusé son héritage se tint au seuil de l'histoire. Enfin, la couronne était à portée de main. Mais la royauté d'Edgar reposait sur le désespoir, non sur la conviction. Ceux qui l'ont proclamé l'ont fait à contre-cœur et leur soutien était faible dès le début. Pendant ce temps, Guillaume agit avec une rapidité impitoyable, sécurisant Douvres, Cantorbéry et Winchester, tout en s'emparant également du trésor royal. À chaque victoire, la puissance normande se renforçait et la résistance anglaise s'affaiblissait. À mesure que l'armée de Guillaume s'approchait de Londres, les partisans d'Edgar perdirent courage. Un à un, les principaux nobles d'Angleterre l'abandonnèrent. Ils se soumirent tous finalement à Guillaume plutôt que de risquer la destruction. Ainsi, presque aussi rapidement qu'elle lui avait été offerte, la couronne fut retirée à Edgar une fois de plus. Guillaume entra triomphalement dans Londres et ordonna la construction de fortifications pour sécuriser sa conquête. Le jour de Noël de l'an 1066, il fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Avec cette cérémonie, la domination normande commença et l'Angleterre anglo-saxonne prit fin. Dans les années qui suivirent le couronnement de Guillaume le Conquérant, l'Angleterre était loin d'être soumise. Bien que Guillaume porte désormais la couronne, sa mainmise sur le royaume restait fragile, maintenue seulement par la peur, les fortifications et la menace constante de la violence. Sous la surface, le ressentiment couvait à travers tout le pays. L'ancienne noblesse anglo-saxonne n'avait pas oublié ce qui lui avait été enlevé, et parmi eux, Edgar restait un symbole puissant du monde qui avait été perdu. Bien qu'il se soit soumis à Guillaume après la chute de Londres, Edgar n'a jamais été véritablement en sécurité entre les mains des Normands. Trop dangereux pour être ignoré, trop légitime pour qu'on lui fasse confiance. En tant que dernier descendant mâle de la maison de Wessex, sa simple existence représentait une alternative vivante à la domination normande. Tant qu'Edgar vivait, la conquête ne pouvait jamais sembler totalement achevée. En l'an 1068, Edgar parvint à échapper à l'emprise normande. Fuyant vers le nord, il chercha refuge à la cour de Malcolm III d'Écosse, un souverain qui allait se révéler à la fois allié et opportuniste dans les années tumultueuses à venir.
L'Écosse offrait ce que l'Angleterre ne pouvait plus offrir, la sécurité et l'éloignement du pouvoir normand. À partir de là, Edgar commença à apparaître non seulement comme un prétendant dépossédé, mais aussi comme le chef de file national de la rébellion contre le conquérant. Le nord de l'Angleterre était déjà profondément hostile à la domination normande. La Northumbrie avait toujours été difficile. Difficile à gouverner, farouchement indépendante et culturellement différente du sud. L'autorité normande y était faible et la rébellion trouvait un terrain fertile. En l'an 1069, une grande opportunité s'est présentée. Une flotte danoise arriva au large des côtes anglaises, envoyée par Sven II de Danemark, qui voyait en l'Angleterre une opportunité et un héritage inachevé. Les Danois avaient d'anciennes revendications sur le royaume et des ambitions tout aussi anciennes pour les satisfaire. Pour Edgar et les rebelles anglais, leur arrivée était un cadeau de l'histoire elle-même. Enfin, ils avèrent de puissants alliés, et ensemble, ils marchèrent contre York, l'une des villes les plus importantes d'Angleterre, et un bastion normand crucial dans le nord. La ville était déjà devenue un centre d'agitation, et la garnison de Guillaume sur place était vulnérable. Les forces alliées se sont abattues sur York avec rapidité et violence. Les troupes normandes stationnées dans la ville ont été submergées et massacrées, et York a été reprise avec succès. Pour la première fois en Angleterre, l'autorité normande avait subi une humiliation majeure. C'était le plus grand moment de résistance d'Edgar. Pendant un bref et enivrant instant, il a peut-être semblé que la conquête elle-même pouvait encore être défaite. Le Nord était en rébellion, les bannières aux dragons du Wessex flottaient de nouveau sur le sol anglais, et le dernier héritier du Wessex se tenait au cœur de tout cela. La mainmise de Guillaume sur l'Angleterre semblait soudain vulnérable. L'ancien royaume n'était finalement pas entré discrètement dans l'histoire. Mais Guillaume ne se laissait pas briser facilement. Lorsque la nouvelle de la chute d'York lui parvint, il réagit avec la rapidité et la brutalité qui avaient fait de lui un conquérant dès le départ. En marchant vers le nord, il lança une campagne brutale pour écraser toute résistance. Les rebelles ne pouvaient pas lui tenir tête en bataille ouverte, et leur alliance commença rapidement à se fracturer. Les Danois, plus intéressés par la richesse que par une guerre permanente, se révélèrent peu fiables. York fut bientôt abandonné et retomba une fois de plus entre les mains des Normands. Edgar, incapable de tenir la ville ou de rallier une coalition durable, fut contraint de fuir. Sa rébellion avait ébranlé le conquérant, mais elle ne l'avait pas vaincu. La réponse de Guillaume allait devenir tristement célèbre. Dans les mois qui suivirent, il déclencha la dévastation du Nord, l'un des actes de répression les plus dévastateurs de l'histoire médiévale anglaise. Des villages furent incendiés, des récoltes détruites, du bétail abattu et des communautés entières laissées à mourir de faim. Et si la rumeur est vraie, ils en sont venus au cannibalisme. Le Nord a été systématiquement brisé afin qu'aucune rébellion ne puisse jamais y renaître. Ce n'était pas simplement une punition, c'était une annihilation. Edgar s'est échappé une fois de plus, disparaissant en exil, emportant avec lui les espoirs brisés de la résistance anglo-saxonne. York avait montré que la domination normande n'était pas invincible, mais cela avait aussi révélé la réalité brutale de s'opposer à Guillaume. Au début de 1070, Guillaume le Conquérant s'était tourné vers les dernières poches de résistance encore actives en Angleterre. Bien que la grande rébellion du Nord ait été écrasée, Edgar et un certain nombre de chefs anglais restaient encore en liberté, refusant de se soumettre entièrement à la domination normande. Avec leurs partisans diminués et leurs options se réduisant, ils cherchèrent refuge dans les marais de l'est de l'Angleterre ou parmi les zones humides isolées de l'île d'Ely, où le terrain difficile offrait une protection temporaire contre la cavalerie normande. Même ces derniers refuges, cependant, ne pouvaient pas les protéger indéfiniment. Guillaume passa à l'offensive contre les rebelles, chassant Édouard et ses derniers alliés de leur cachette. Ce qui avait autrefois été une lutte pour un royaume était désormais réduit à un combat pour la survie. Il ne restait plus d'armées à commander, plus de villes à défendre, seule la fuite demeurait. Une fois de plus, Édouard s'enfuit vers le nord, en Écosse, retournant à la cour de Malcolm III. À présent, l'Écosse était devenue moins une base stratégique qu'un lieu d'exil récurrent,
un refuge où il revenait chaque fois que l'Angleterre le chassait à nouveau. Pendant un temps, l'Écosse offrit la sécurité, mais même cela ne durerait pas. En l'an 1072, Guillaume marcha sur l'Écosse elle-même, étendant le pouvoir normand au-delà des frontières de l'Angleterre et forçant Malcolm à se soumettre à sa suzeraineté. Parmi les conditions imposées figurait l'expulsion d'Édouard, désormais jugé trop dangereux politiquement pour être hébergé plus longtemps. Même en exil, Édouard se voyait privé par Guillaume de tout refuge possible. Chassé d'Écosse, Édouard traversa la mer jusqu'en Flandre, où il trouva un abri temporaire à la cour de Robert Ier, le comte de Flandre, un souverain ouvertement hostile aux intérêts normands. Une fois de plus, Édouard survécut grâce à l'hospitalité étrangère, dépendant de la bonne volonté de souverain dont le soutien était dicté davantage par la politique que par la loyauté. Et pourtant, malgré tout, il endura. En 1074, Édouard était revenu une fois de plus en Écosse, toujours déterminé à ne pas abandonner tout espoir. Peu de temps après, une autre opportunité se présenta. Philippe Ier de France, lui-même ennemi de Guillaume, offrit à Édouard des terres et un château près de la frontière normande, un point d'appui à partir duquel il pourrait lancer des raids en territoire normand et peut-être commencer à reconstruire sa fortune. Pour Édouard, il devait avoir l'impression que la fortune tournait enfin en sa faveur. Il rassembla ses partisans et mit les voiles pour la France, mais le désastre survint presque immédiatement. Une violente tempête a détruit les navires d'Edgar sur la côte anglaise, anéantissant l'expédition avant même qu'elle n'ait réellement commencé. Beaucoup de ses compagnons furent capturés ou traqués par les forces normandes alors qu'ils tentèrent de fuir. Edgar lui-même échappa de justesse une fois de plus, survivant là où beaucoup autour de lui périrent, et fit le long voyage de retour en Écosse par voie terrestre. Encore et encore, l'espoir se présentait devant Edgar pour disparaître tout aussi rapidement. Un trône perdu dans sa jeunesse, des rébellions écrasées, des alliances rompues, exil après exil. Et maintenant, alors qu'une dernière chance semblait surgir, même la mer elle-même s'était retournée contre lui. Après cette dernière catastrophe, les perspectives restantes d'Edgar s'étaient pratiquement effondrées. Ses alliés étaient épuisés, sa cause de plus en plus désespérée, et les années d'errance n'avaient apporté que des refuges temporaires et des déceptions répétées. Finalement, Malcolm III d'Écosse le persuada de chercher la paix. Edgar conclut un accord avec Guillaume et retourna en Angleterre, non pas en tant que roi ni en tant que prétendant, mais en tant que sujet de l'homme qui lui avait tout pris. Dès lors, il abandonna tout réel espoir de reprendre le trône de ses ancêtres. Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'histoire d'Edgar. Il avait possédé la plus forte légitimité de sang en Angleterre, avait été brièvement proclamé roi et avait survécu à beaucoup d'hommes qui s'étaient autrefois dressés entre lui et le trône. Edgar n'a pas été détruit par une défaite décisive, ni anéanti par une seule erreur catastrophique. Au lieu de cela, il a été lentement usé par la malchance, par le moment où tout se jouait, par les circonstances et par le poids écrasant d'un monde en mutation. Bien qu'il ait fait la paix avec Guillaume le Conquérant et qu'il ait officiellement abandonné ses ambitions envers le trône d'Angleterre, la position d'Edgar en Angleterre restait profondément insatisfaisante. Pour un homme de sa lignée et de son ancien statut, les récompenses qu'il a reçues étaient étonnamment maigres. Edgar n'obtint rien de réellement important sous la domination normande. Le respect, l'influence et la compensation qui lui furent accordées étaient bien en deçà de ce qu'un prince de sa lignée aurait pu attendre. À bien des égards, il était toléré plutôt qu'honoré. En l'an 1086, Edgar était devenu désabusé. Le Domesday Book, compilé cette même année, le mentionne comme ne possédant que 2 petits domaines. Edgar était né en exil, avait brièvement connu la royauté, pris part à des rébellions, enduré des années d'errance et de difficultés. Et pourtant, après tout cela, il se retrouva réduit à un simple propriétaire terrien dans le royaume, celui qui aurait dû être le sien. Ce n'était pas suffisant. Déçu à la fois par le manque de récompense et le respect limité qu'on lui témoignait, Edgar prit une décision impulsive. Il renonça à son allégeance envers Guillaume et quitta de nouveau l'Angleterre,
cette fois en voyageant vers le sud avec une suite de partisans jusqu'en Apulie, contrôlée par les Normands dans le sud de l'Italie. C'était un autre tournant remarquable dans une vie déjà remplie de chapitres improbables. Plutôt que de tomber discrètement dans l'oubli à la cour d'Angleterre, Edgar choisit une fois de plus le mouvement plutôt que la stagnation, l'incertitude plutôt que l'humiliation. Même après tout cela, il refusait simplement de se contenter du rôle diminué que l'histoire lui avait attribué. Peut-être que l'Italie offrait ce que l'Angleterre ne pouvait plus. La possibilité. En partant pour la Méditerranée, Edgar semble avoir abandonné complètement ses domaines anglais, probablement sans grande intention d'y revenir. Son séjour en Italie n'a laissé presque aucune trace durable, et quelles que soient les ambitions qu'il y avait attirées, elles n'ont finalement jamais abouti. En seulement quelques années, Edgar est revenu une fois de plus en Angleterre. C'était un autre cycle, bien trop familier dans sa vie. Départ, espoir, déception et retour. Après la mort de Guillaume le Conquérant en 1087, l'empire qu'il avait forgé fut presque immédiatement fracturé par la rivalité entre ses fils. Son aîné, Robert Courteheuse, hérita de la Normandie, tandis que son second fils, Guillaume II d'Angleterre, prit la couronne anglaise. Comme c'était souvent le cas dans la politique dynastique médiévale, une succession n'avait fait que donner naissance à un autre conflit. C'est au cours de cette lutte qu'Edgar forma l'une des alliances les plus surprenantes de sa vie. Edgar s'est rallié à Robert Courteheuse. En apparence, les deux hommes formaient un duo improbable. L'un était l'héritier dépossédé de l'Angleterre anglo-saxonne, l'autre, le fils normand du conquérant qui avait détruit le monde d'Edgar. Et pourtant, à bien des égards, ils étaient liés par une entente tacite. Tous deux avaient vécu dans l'ombre d'un héritage refusé ou diminué. Edgar avait été brièvement proclamé roi, pour tout perdre ensuite lors de la conquête normande. La conquête, tandis que Robert, bien qu'il fût le fils aîné de Guillaume, en avait été privé. L'Angleterre elle-même, contraint de regarder son jeune frère s'emparer du prix le plus riche et le plus puissant. Chacun était un prince façonné par la frustration, éclipsé et hanté par le sentiment que l'histoire ne leur avait pas accordé ce qui leur revenait de droit. En Robert, Edgar a peut-être vu quelque chose de lui-même. Et en Edgar, Robert trouva non seulement un conseiller utile, mais aussi un homme dont toute la vie avait été forgée dans la dépossession et l'endurance. À cette époque, Edgar était devenu l'un des 3 principaux conseillers de Robert. L'ancien prétendant à l'Angleterre était désormais profondément intégré à la politique aristocratique normande, servant aux côtés même de la dynastie qu'il avait évincée. Ensemble, Robert et ses alliés lancèrent une campagne pour renverser Guillaume le Roux et s'emparer de l'Angleterre. Mais une fois de plus, Edgar se retrouva du côté des perdants de l'histoire. Le conflit se termina par un échec en l'an 1421 et un accord fut conclu entre les deux frères. Dans le cadre de la réconciliation, les terres qu'Edgar avait reçues de Robert en Normandie lui furent retirées et rendues à leurs anciens propriétaires. C'était une humiliation familière de plus. Même après des années de service, Edgar restait vulnérable aux accords politiques des hommes plus puissants. La propriété, l'influence et la sécurité étaient toutes des choses temporaires dans sa vie, acquises brièvement, puis perdues tout aussi rapidement. Désabusé, Edgar repartit une fois de plus pour l'Écosse, retournant à la cour de Malcolm III, où des préparatifs étaient en cours pour une nouvelle guerre contre Guillaume le Roux. Lorsque Guillaume marcha vers le nord et que les deux armées se retrouvèrent enfin face à face, la bataille semblait imminente, mais finalement, les épées restèrent au fourreau. La négociation l'emporta sur l'effusion de sang, et c'est tout naturellement Edgar qui se retrouva au centre de celle-ci. Edgar négocia au nom de Malcolm. Un accord de paix fut conclu et Edgar fut officiellement réconcilié avec Guillaume. Mais la paix durait rarement longtemps. Quelques mois plus tard, Robert quitta l'Angleterre et, frustré par l'échec de Guillaume à honorer les termes de leur accord, Edgar repartit avec lui en Normandie, restant fidèle à son ami et protecteur. Leur lien était à bien des égards l'une des ironies les plus discrètes de l'histoire.
En l'an 1093, Edgar fut envoyé une fois de plus en Écosse, cette fois au nom de Guillaume, Rufus, chargé de négocier avec Malcolm, qui était devenu mécontent des échecs des Normands à honorer pleinement les accords précédents. Les relations se sont détériorées jusqu'à la guerre et Malcolm a envahi l'Angleterre. La même année, Malcolm et son héritier désigné ont tous deux été tués à la bataille d'Hornwick. Leur mort a plongé l'Écosse dans une nouvelle crise de succession. Le frère de Malcolm, Donald Ban, s'est emparé du trône et a expulsé de nombreux fidèles anglais et français qui étaient montés en grade sous le règne de Malcolm. Son hostilité envers l'influence anglo-normande l'a rapidement mis en conflit avec Guillaume. Une fois de plus, Edgar fut entraîné dans les turbulences politiques d'un autre royaume. Après une première tentative infructueuse de placer le fils de Malcolm, Duncan sur le trône, une seconde intervention fut lancée en l'an 1097. Cette fois, Edgar mena lui-même l'expédition. À la tête d'une force d'invasion, il marcha sur l'Écosse et réussit à chasser Donald du pouvoir. À sa place, Edgar installa son neveu et homonyme, Edgar d'Écosse, fils de Malcolm et de Marguerite d'Écosse, qui était sa sœur. Ce fut l'une des rares victoires nettes de la vie d'Edgar. Bien qu'il n'ait pas pu regagner le trône d'Angleterre, il avait au moins réussi à placer un membre de sa famille sur un trône ailleurs. C'était une forme de triomphe modeste, mais un triomphe tout de même. À la fin du XIe siècle, Edgar était devenu un homme sans véritable patrie. L'Angleterre lui avait été perdue. L'Écosse n'avait offert qu'un refuge temporaire, et la Normandie apportait des loyautés changeantes et des alliances incertaines. Même ses aventures en Italie n'avaient apporté que peu de résultats durables. Où qu'il voyageât, Edgar restait ce qu'il avait toujours été, un prince dépossédé de son héritage, évoluant au gré des cours, des guerres et des ambitions des autres hommes. Il n'est donc peut-être pas surprenant que, lorsque l'appel à la première croisade s'est répandu dans la chrétienté, Edgar ait été attiré vers l'Est. Pour un homme dont la vie avait été marquée par la perte, la croisade pouvait offrir quelque chose que ses premières années n'avaient pas pu lui donner. La clarté. Ici, il n'y avait pas de revendications contestées, pas de rébellion brisée, pas d'humiliation sans fin infligée par des rois et des conquérants. Il n'y avait que la guerre au service de Dieu. Pour Edgar, ce voyage représentait peut-être plus qu'une simple dévotion religieuse. À ce stade, il avait passé des décennies à poursuivre une couronne qu'il ne pourrait jamais récupérer. La croisade lui a peut-être offert quelque chose de plus simple. Un but. Peut-être qu'après des années d'errance, Edgar ne cherchait plus du tout un royaume. Peut-être cherchait-il seulement un sens, ou même une mort honorable. Et une fois de plus, Edgar n'était pas seul. L'accompagnait dans ce voyage son improbable ami, Robert Courteheuse. Pour tous, les deux hommes semblaient être des ennemis naturels. Pourtant, l'histoire les avait au contraire liés l'un à l'autre. En mars de l'année 1098, Edgar réapparaît dans les archives historiques lors de l'une des grandes campagnes de la croisade. Le 4 mars, une flotte armée par des Anglais entra dans Saint-Siméon, le port desservant la ville assiégée d'Antioche. La flotte, probablement composée en partie d'Anglais servant dans la garde varangienne, était commandée par Edgar lui-même et transportait des matériaux de siège essentiels envoyés par l'empereur byzantin pour aider les croisés. Bien qu'Edgar ne soit pas directement mentionné comme ayant participé aux grandes batailles rangées de la croisade, telles que le siège et la prise d'Antioche, sa présence à Saint-Siméon le place incontestablement au cœur de l'une des opérations militaires les plus importantes de l'époque. Même des décennies après l'exil, des rébellions avortées et des errances à travers l'Europe, Edgar s'était retrouvé une fois de plus au centre d'un événement qui allait façonner le monde. Mais cette fois, le destin en jeu n'était pas celui de l'Angleterre, mais celui de la Terre Sainte. Selon Guillaume de Malmesbury, Edgar s'est rendu jusqu'à Jérusalem elle-même, probablement en tant que pèlerin après la fin des campagnes militaires. Et en l'an 1102, il aurait achevé son pèlerinage vers la ville sainte. Cette image a quelque chose de profondément poétique. Le dernier descendant mâle d'Alfred le Grand, autrefois brièvement proclamé roi d'Angleterre, marchant désormais sur les routes de Jérusalem en pèlerin.
Même ici, cependant, Edgar est resté fidèle à la trajectoire errante de son existence. Lors de son voyage de retour, il se serait vu offrir de riches cadeaux et des postes honorifiques au cours de l'empereur byzantin et de l'empereur allemand. Chacun de ces souverains aurait volontiers gardé un prince de son expérience et de sa réputation à son service. Pourtant, Edgar a refusé les deux offres. Au lieu de cela, il a choisi de retourner vers l'ouest. Il n'était vraiment chez lui ni à Byzance, ni en Normandie, ni même à Jérusalem. Pourtant, à ce stade, il est difficile de dire s'il était vraiment chez lui en Angleterre non plus. Edgar était devenu quelque chose de rare et profondément tragique. Un homme en permanence suspendu entre deux mondes, anglo-saxon par le sang, façonné par la conquête normande, accueilli à l'étranger, mais enraciné nulle part. La croisade lui avait peut-être donné un but pendant un temps. Elle lui avait peut-être même apporté une certaine paix, mais elle ne pouvait pas lui rendre ce qui avait défini sa vie. Un royaume, un foyer et une destinée accomplie. En l'an 1100, l'Angleterre fut bouleversée par la mort soudaine et mystérieuse de Guillaume II d'Angleterre. Alors qu'il chassait dans la New Forest, le roi fut frappé par une flèche et tué dans des circonstances qui restent, depuis lors, entourées de soupçons. Qu'il s'agisse d'un accident, d'un meurtre ou d'un avantage politique déguisé en malheur, sa mort déclencha une nouvelle crise de succession au sein de la dynastie normande. Le frère cadet de Guillaume, Henri Ier d'Angleterre, s'assura à la fois du trésor royal et de la couronne d'Angleterre pour lui-même. Une fois de plus, Robert, bien qu'il fût le fils aîné de Guillaume le Conquérant, se vit refuser ce qui, par droit de naissance, aurait raisonnablement dû lui revenir. Edgar s'allia une fois de plus avec son vieil ami Robert. Leur amitié avait depuis longtemps dépassé le simple intérêt politique. Edgar retourna aux côtés de Robert alors que la famille normande sombrait une fois de plus dans le conflit civil, cette fois contre Henri. La lutte culminerait en 1106 lors de la bataille de Tantrebury, un affrontement décisif qui déterminerait l'avenir de l'Angleterre et de la Normandie. Lors de la bataille, Robert et ses partisans affrontèrent les forces d'Henri dans ce qui allait devenir le dernier grand pari de la vie politique de Robert. Edgar combattit aux côtés de son vieil ami, probablement lors de l'une des dernières actions militaires de sa propre carrière longue et mouvementée. À ce stade, les deux hommes étaient plus âgés, usés par des années d'ambitions déçues, d'alliances brisées et de déceptions qui avaient fini par définir leur vie. Et pourtant, ils se tenaient à nouveau côte à côte, en véritable légende de la croisade. La bataille s'est soldée par une défaite. Les forces d'Henri ont prévalu, écrasant l'armée de Robert. Ainsi, le long combat de Robert Courteheuse prit fin. Le fils aîné du conquérant, autrefois duc de Normandie, croisé et prétendant au trône d'Angleterre, passerait le reste de sa vie en prison. Il ne connaîtrait plus jamais la liberté. Pour Edgar, la fortune fut plus clémente, mais de justesse. Capturé après la bataille et ramené en Angleterre, il fut finalement gracié et libéré par Henri Ier. Ce fut une conclusion étonnamment clémente. Edgar, cependant, n'était plus le jeune prétendant dangereux de 1066, ni le chef de file de la rébellion du Nord. Il était désormais une relique vieillissante d'un monde politique disparu. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans ce dernier chapitre de la vie d'Edgar. Dans les dernières années de sa vie, Edgar s'est effacé discrètement des grands combats qu'il avait autrefois définis. Il n'y aurait pas de dernière rébellion, pas de revendication désespérée du trône d'Angleterre et pas de restauration miraculeuse de la maison de Wessex. Les guerres étaient terminées, les rébellions éteintes, et le monde qu'Edgar avait passé sa vie à essayer de reconquérir appartenait depuis longtemps à l'histoire. Les grands hommes qui avaient autrefois façonné sa vie avaient déjà commencé à disparaître. Rois, conquérants, rivaux et compagnons s'étaient tous élevés, avaient combattu, régné et étaient morts, tandis qu'Edgar, d'une manière ou d'une autre, avait survécu à tous. On pense que, tard dans sa vie, peut-être vers l'an 1120, il voyagea de nouveau vers le nord, en Écosse, un royaume qui avait si souvent servi à la fois de refuge et de seconde patrie tout au long de sa longue et agitée existence. À ce stade, Edgar était devenu presque une figure fantomatique.
une relique survivante d'une autre Angleterre. Il était né durant les dernières années où la lignée d'Alfred le Grand avait encore une réelle portée politique. Il avait connu la cour d'Édouard le Confesseur, avait été témoin de la mort de Harold Godwinson à la bataille d'Hastings et avait lui-même été brièvement proclamé roi d'Angleterre dans le chaos qui s'ensuivit. Il avait vu Guillaume le Conquérant s'emparer du royaume et changer à jamais le destin de l'Angleterre. Il vécut ensuite assez longtemps pour voir la mort de Guillaume, suivi du règne et de la mort soudaine de son fils Guillaume le Roux. Après lui vint Henri Ier d'Angleterre, sous lequel l'Angleterre devint encore plus normande, s'éloignant davantage du monde qu'Edgar avait autrefois connu. Des rois se succédaient sous ses yeux, des dynasties se sont élevées, se sont stabilisées et se sont consolidées, tandis que la sienne s'effaçait dans les mémoires. Il avait survécu non seulement à des hommes, mais à tout un ordre politique. Lorsqu'Edgar est né, l'Angleterre anglo-saxonne existait encore comme une réalité vivante. Au moment où Edgar est devenu vieux, ce monde avait été effacé, son aristocratie avait été déplacée, ses institutions transformées, et sa maison régnante complètement écartée du pouvoir. Et Edgar fut le dernier témoin vivant de cette disparition. Il était le dernier descendant mâle d'Alfred, le dernier du sang de Wessex. En l'an 1120, Edgar vécut assez longtemps pour être témoin d'une dernière ironie de la tragédie dynastique. Cette année-là, le naufrage de la Blanche-Nef coûta la vie à Guillaume Adelin, le seul fils légitime et héritier de Henri Ier d'Angleterre. Guillaume Adelin était aussi le fils de la propre nièce d'Edgar, Mathilde d'Écosse, connue plus tôt dans sa vie sous le nom d'Édith. Même dans sa vieillesse, Edgar vécut assez longtemps pour voir une autre crise de succession commencer à se dérouler, la célèbre guerre civile connue sous le nom de l'anarchie. À ce stade, cependant, de telles luttes ne le concernaient plus vraiment. Selon l'historien Guillaume de Malmesbury, en l'an 1125, Edgar était toujours en vie, vieillissant désormais paisiblement à la campagne, vivant dans la discrétion et l'obscurité. Un homme qui s'était autrefois trouvé au centre de la plus grande crise de succession de l'Angleterre, qui avait été proclamé roi, mené des rébellions, traversé des royaumes, navigué jusqu'en Terre Sainte, conseillé des princes, combattu dans des guerres et survécu à des dynasties, passait désormais ses dernières années dans le silence. Edgar disparut simplement de l'histoire. Il est mort quelque temps après l'année 1125. La date exacte est inconnue, bien qu'il aurait eu au moins 75 ans, et l'emplacement de sa tombe a été perdu. Aucune grande tombe ne marque le lieu de repos final du dernier descendant, mâle de la maison de Wessex. Il y a quelque chose de vraiment déchirant et symbolique là-dedans. Il n'a pas été retenu comme un conquérant, ni comme un roi victorieux. Sa vie fut plus tragique et d'une certaine manière plus remarquable. Edgar Atheling était l'homme qui a survécu à la fin de sa propre époque. L'héritier non couronné, le roi qui ne le fut jamais, le dernier descendant d'Alfred. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la création de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et partagez. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles,